Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Madame Halima Deborah Traoré Né Diallo, ancien médiateur du Faso. Bonsoir Madame Traoré. Bonsoir Monsieur Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et merci pour votre disponibilité. Madame Traoré, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série B obtenu au lycée municipal de Bobo-Dioulasso en 1973. Et juste après votre bac, vous prenez donc la direction de l'Hexagone, la France, notamment à l'université d'Orléans, où vous poursuivez donc des études de droit et où vous obtenez une maîtrise en droit public. Déjà à ce niveau, est-ce que le droit, après le bac, c'était conforme un peu au rêve de la jeune élève à l'époque? Je peux affirmer que ça correspondait. Je voudrais quand même vous expliquer, parce que ça n'a pas été une orientation d'office. Ok. Voilà. Parce qu'à l'époque, nous étions soumis à un exercice psychologique par des spécialistes pour voir un peu les aptitudes des uns et des autres afin de pouvoir les orienter. Donc, ma première orientation était que j'étais apte à faire des études de courte durée. Donc, j'étais invitée à m'inscrire à l'université de Ouagadougou pour faire le secrétariat. Chose que j'ai refusée. J'ai estimé que... À l'époque, c'était plus conforme avec le statut de femme, disons. Je crois. Mais je ne liais pas cela forcément à mon statut de femme. Mais c'est parce que j'ai estimé que je pouvais faire de longues études, comme les autres. Et je ne voyais pas l'obstacle sur mon chemin. Donc, j'ai demandé avec l'appui de certaines personnalités pour pouvoir bénéficier d'une autre orientation. Et c'est ainsi que j'ai été, au regard de la série de mon bac, j'ai été orientée en droit. Mais en quoi consistaient ces tests à l'époque pour que on aboutit au résultat donc, du secrétariat comme destin de formation? C'est des tests d'aptitude. C'est des questions. Oui. C'était en terminale? Voilà. Oui, c'était en terminale. On décelait le quotient intellectuel de l'élève, ses aptitudes à faire ceci ou cela. Bon, on regardait certainement aussi les notes générales, je pense, de l'élève. Hein. Je ne me suis pas intéressée vraiment du pourquoi. Mais pour vous, vous estimez que c'était une erreur, le résultat auquel on a abouti? Tout à fait. Et donc, vous décidez de faire droit? J'ai accepté. Voilà, vous acceptez de faire droit en lieu et place. Mais le droit pour faire quoi à cette époque? Quand vous partiez en France, votre rêve en allant en droit, c'était de faire quoi exactement? Est-ce que c'était la robe qui vous intéressait? Devenir avocate ou magistrate? Ou est-ce que c'était juste poursuivre des études pour des études? Vous savez, quand on est à ce stade-là, il y a plusieurs rêves. Je n'étais pas insensible à la robe du magistrat. Je n'étais pas insensible aussi à l'avocat. Mais ce qui était très fortement remarqué en moi, c'était le souci d'accompagner tous ceux qui sont victimes d'injustice. Donc j'étais très sensible. Je suis même, jusqu'à présent, je suis sensible à l'injustice. Et lorsque j'ai été orientée pour la deuxième fois en droit, alors j'ai marqué mon accord et je suis partie. Comment se sont passées les études? Surtout que les entretiens avaient révélé que peut-être vous n'aviez pas les aptitudes pour de longues études. Vous arrivez en France. Est-ce que les choses se sont bien passées ou est-ce que finalement... Les choses se sont bien passées puisque vous-même vous citez ma maîtrise en droit. J'ai jamais raté ma bourse. J'avais une bourse nationale. J'ai toujours été boursière jusqu'à ce que je revienne au pays en 82. Donc, ce n'était pas des modules qui m'étaient difficiles. J'ai étudié comme tout le monde. Et j'avais un collègue, malheureusement, qui nous a quittés,
Benoît Cambou, et puis bien d'autres personnes. En tout cas, après votre maîtrise en droit public, vous poursuivez encore plus loin, puisque vous êtes également titulaire d'un DSS en transport et distribution, obtenu toujours en France. Là également, on a envie quand même de comprendre du rêve de défendre les causes perdues, du rêve de la robe. On vous retrouve à poursuivre des études en transport. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Madame Traoré? Il faut dire qu'au départ, lorsque j'ai eu la maîtrise, mon ambition était d'aller à la douane. Mais ayant consulté mon père, qui quand même me suivait dans mes études, m'a dit non, tout sauf la douane, parce que il y a beaucoup de problèmes là-bas. Mais pourquoi vous vouliez la douane précisément? On a envie de savoir. Parce qu'actuellement, effectivement, quand on dit concours de la fonction publique, en tout cas, il y a beaucoup qui rêvent de la douane parce que certains estiment que c'est un corps où on se réalise beaucoup plus facilement que dans les autres corps en termes d'accomplissement matériel. Je ne peux pas vous dire d'emblée pourquoi la douane, mais moi j'avais dit je voulais faire la douane. Je voulais faire la douane et mon père a refusé. Il m'a dit, à la limite, tu peux aller à la poste ou faire autre chose. Et quand j'ai pris les renseignements au niveau de la poste, c'était déjà clos, donc je ne pouvais pas me présenter là-bas. Alors, j'ai dit, bon, comme notre pays est enclavé, parce que quand même avec la maîtrise en droit, on a une certaine ouverture d'esprit, on insère son pays dans un contexte bien donné. Et comme je savais que mon pays est vraiment enclavé, j'ai dit, mais pourquoi pas ne pas faire le transport. Et à l'époque... C'était donc un choix de raison à ce moment? Voilà. Pas un choix forcément de cœur? Oui, un choix de raison. Et à l'époque, à l'ambassade, il y avait un fonctionnaire, un militaire qui était là-bas, M. Cancier, je pense, paix à son âme, et qui avait fait l'école supérieure des transports. Et c'est ainsi qu'il m'a encouragé. Il m'a dit, je pourrais te donner toutes les adresses et comme ça tu vas postuler pour voir si on va t'accepter. Et c'est ainsi que j'ai fait l'école supérieure de transport à Paris. Et l'école supérieure de transport est une école professionnelle. Donc, exceptionnellement, ils acceptaient les étudiants, en plus du fait que, naturellement, c'était ouvert à des professionnels de transport, des transitaires, des cadres de transport, etc. Et donc, quand je suis partie, j'ai eu la chance d'être retenue comme étudiant dans cette école professionnelle. Mais la condition était que on puisse trouver l'étudiant puisse trouver une autre inscription. Une autre inscription parce que le nombre de cours, puisque c'était les soirs à des jours précis. Donc tout le reste, bon, il faut que l'étudiant puisse avoir une autre inscription et pouvoir avancer dans ce choix-là. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette période d'études pour vous n'a pas été, en tout cas, un long fleuve tranquille parce que vous étiez également militante. Vous avez, aux côtés, en tout cas, d'autres étudiants africains, milité pour la cause et pour l'amélioration des conditions de vie dans les organisations qui existaient à l'époque. Qu'est-ce qui faisait que l'étudiante ne se contentait pas de ses études, mais avait cet engagement? Quel était vraiment le fondement de cet engagement-là? C'est toujours le même fondement. C'est toujours le même fondement, en ce sens que sensible à l'injustice, lorsqu'on nous a mobilisés au sein de l'association des étudiants voltaïques en France, bon, j'ai pas eu du mal à accepter parce que aussi il faut reconnaître que depuis le lycée Zenda jusqu'au niveau du lycée municipal, j'assumais des responsabilités comment on peut dire ça, de responsable, de représentants. Des élèves, des étudiants. Voilà, au lycée Zenda, j'étais représentante des étudiants, des élèves plutôt de la classe de 5e, parce que c'était par classe.
Voilà. Et puis au lycée municipal, j'étais responsable de classe. Donc ce sont des activités, ce sont des responsabilités qui au départ forgent un peu la personne qui accepte de l'assumer, parce qu'il faut une certaine dose de responsabilité, de sérieux. Voilà. Est-ce que c'était aussi le départ, la naissance d'ambition politique? Bon, cette ambition politique est venue progressivement, puisque là, au niveau de l'AEVF, initialement, j'étais responsable chargée de la trésorerie, parce qu'on dit généralement que les femmes savent gérer l'argent. Voilà, donc au départ, lorsque j'ai accepté d'être membre de l'AEVF, ma première responsabilité était la trésorerie. Donc, j'encourageais les gens et les autres, les uns et les autres plutôt, à verser leurs cotisations, etc. Donc ça déjà, ça me mettait toujours en contact avec mes camarades. Et puis, par la suite, l'année suivante, j'ai été propulsée comme présidente même de l'AEVF. Parce que, au regard de mon dynamisme, au regard du fait que les camarades garçons voulaient aussi entraîner les filles dans ce mouvement syndical. Bon, donc, en tout cas, j'ai été accompagnée comme ça et ça m'intéressait. Et je pense que, quelque part, ça vient de très loin. Mais à cette époque, vos revendications, c'était quoi? C'était quoi la cause, disons, que vous défendiez à l'époque? Le mouvement étudiant, comme vous le savez, mobilise ses membres sur la base de leurs intérêts. Donc, avoir la bourse régulièrement, avoir des chambres, parce que ce n'était pas évident, c'est pas automatique. Des conditions de vie à l'étranger acceptables pour nous. Donc, et puis, on faisait le lien avec le pays, avec la situation du pays. Donc, c'est en cela que ça a été un cadre de formation politique. Parce qu'au-delà de nos intérêts matériels et moraux, nous regardions aussi comment évoluait le pays. Et ça a été une période assez agitée parce que après la mise en œuvre, bien sûr, il y a eu le CMRPN. Vous avez vu tout cela de loin depuis la France. Donc. Oui. Ensuite, avant le CSP. Avant même le régime de Césaire-Beau, puisqu'il y avait la mise en œuvre et il y avait les autres. Hein. Voilà, donc... une période assez trouble pour la politique burkinabé parce que c'était des coups d'État. Voltaïque, voilà, il y a eu beaucoup de coups d'État à l'époque. Voilà. En tout cas, chemin faisant, vous rentrez au pays en 1982 avec donc votre DSS. Je voudrais, si vous me permettez, terminer qu'après l'AEVF, vous savez qu'à côté des associations des étudiants, il y avait la fédération. La fédération regroupait les différentes associations des nationalités. La FEANF. La FEANF regroupait, puisqu'elle n'existe plus, elle regroupait l'association des étudiants voltaïques, maliens, sénégalais, nigériens, etc. Donc là-bas, pendant que vous menez vos activités à l'AEVF, il y avait aussi un espace de temps et de choses, de disponibilité pour aussi mener des activités pour le compte de la FEANF. Donc, vous pouvez considérer la FEANF comme une fêtière. Comme une fêtière. Voilà. En tout cas, vous revenez donc j'ai été aussi militante et présidente de la FEANF Orléans. Ok. En 82, vous revenez donc au pays. 9 octobre 82, vous rentrez. 14 octobre 82, début de votre carrière professionnelle. Vous étiez une privilégiée à l'époque. Parce que quand je regarde bien, ça fait 5 jours. Vous rentrez immédiatement, vous avez un numéro matricule. Oui, et la vie est belle. Vous pouvez le penser ainsi. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Vous avez le bras long à l'époque? Ce n'est pas une question de bras long. Non, c'était juste un privilège de notre époque. Vous étiez des oiseaux rares plutôt? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous suivait de près. Le gouvernement nous suivait de près, nous inscrivait dans le
comment vous appelez ça, dans le budget, mais c'est parce que nous étions aussi en rapport avec l'ambassade qui répercutait ces informations par rapport aux étudiants qui finissaient et qui avaient besoin de rentrer. Donc, il y avait un travail sérieux qui était fait pour suivre ces étudiants dans leur localité, mais aussi suivre la fin de leurs études pour rentrer au pays. Donc, je peux dire que nous étions des privilégiés parce que, comme vous l'avez dit, je suis arrivée le 9 octobre et le 14, j'étais déjà admise au niveau de la direction de l'aviation civile. Et au niveau de cette aviation civile, les choses vont aller très vite. Vous êtes juste quelques temps après chef de service juridique chargé des accords aériens à la direction de l'aviation civile, c'est au ministère des Transports, de 1982 donc jusqu'en 1984. À l'époque, on a envie de savoir à quoi se résumait l'aviation civile au Burkina Faso. Bon, elle se résumait en ces termes que nous sommes un petit pays, un pays en voie de développement. Je n'aime pas quand vous dites un pays pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. C'est les autres qui nous prennent ainsi et qui travaillent notre mental à ce que nous acceptions que nous sommes pauvres. Moi, j'estime que nous ne sommes pas pauvres. Sinon, vous n'allez pas regarder tous ces lingots d'or, toutes ces richesses qu'il y a au Burkina et qui peut-être justifient même la situation aujourd'hui d'insécurité de notre pays. Mais comme on va revenir là-dessus plus loin. Alors, donc, l'aviation civile, vous savez, c'est le bras de l'État dans cette activité. Donc, c'est vraiment l'administration qui représentait l'État au niveau de l'OACI et au niveau, je dirais d'une manière générale, des activités aéronautiques. Donc, on avait les domaines aéroportuaires que vous connaissez, Ouagadougou. Donc, voilà. Et puis, il y a leur entretien, il y a aussi leur gestion, parce qu'il y a les avions qui atterrissent et ça génère des revenus. Il y a aussi les citoyens qui prennent des espaces comme Ucobam, etc., pour gérer leur fret. Donc, on avait quand même des activités sur cet espace. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'évolution, on a l'impression aujourd'hui que l'aviation civile est aujourd'hui au cœur de grands défis sécuritaires. Quand on parle de défis sécuritaires, on a l'impression aujourd'hui, récemment on a vu en Côte d'Ivoire un élève qui a réussi donc à embarquer dans le train d'avion, en tout cas d'un vol, malheureusement qu'on a retrouvé donc mort en France. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas forcément les mêmes exigences. Les exigences sont encore plus accrues qu'à cette époque-là. Oui, tout à fait, puisque la situation nationale dans nos différents pays se répercute aussi sur ce volet, ce domaine aéronautique, parce qu'il y a les avions qui volent, qui survolent, il y a les avions qui atterrissent, et dès l'instant où il n'y a pas de sécurité, vous comprenez que facilement on peut nous réduire le nombre d'avions qui atterrissent ou même le nombre de vols. Vous voyez un peu tous les aménagements qui sont faits par Air France pour venir prendre nos passagers ici. Avant, ils dormaient là, mais maintenant, compte tenu de ce que vous savez, ils ne dorment plus. Donc, c'est un domaine très sensible, excessivement sensible, et même lorsque le pays ne connaissait pas ces troubles-là, le domaine aéroportuaire était sécurisé pour éviter, par exemple, ces cas malheureux d'individus, de citoyens qui traversent pour plusieurs raisons. Okay. Et pour cet enfant, franchement, à moins qu'il y ait eu des complicités, et je ne sais pas comment il s'est arrangé pour se retrouver dans le train de l'avion. Voilà. Alors, Madame Traoré, on va s'intéresser, vous avez dit que vous étiez déjà militante au niveau donc de l'université, et on le voit également parce qu'en 1983,
4 août survient la révolution, avec bien sûr le président Thomas Sankara et ses camarades, la patrie ou la mort nous vaincront. Désormais, donc, en tout cas, le pays marche au rythme des slogans révolutionnaires. Et vous êtes nommée directrice chargée de la mobilisation de l'organisation et de l'organisation des femmes au secrétariat général des comités de défense de la Révolution, 1984 à 1987, jusqu'à la fin de la Révolution. Donc, c'était quoi ce poste? Qu'est-ce qu'on attendait de Mme Traoré à l'époque, sous la Révolution? Est-ce que c'était faire la propagande auprès des femmes ou quoi exactement? Je peux résumer cette autre responsabilité de l'époque. J'avais quel âge? J'avais 32 ans. Oui, j'avais 32 ans. C'était la moyenne des révolutionnaires? J'avais 32 ans en 84. Et en 83, j'étais toujours à l'aviation civile. Puisque vous voyez, octobre 82, donc toute l'année 83, et jusqu'à, je peux dire, mi-84, j'étais toujours à l'aviation civile. Et ce sont des camarades qui m'ont connue en tant que militante de l'AEVF, de la FEANF. Je peux citer Bassirou Sanogo, que vous avez connu parce que c'était un ancien collègue à vous. C'est ça. Je peux citer Madou Traoré, qui sont venus me voir à l'époque pour me dire, bon, nous te connaissons, est-ce que tu ne vas pas venir aussi apporter ta contribution à la révolution? Il y a des femmes qui se retrouvent au secrétariat 2 fois par semaine, je pense, pour voir comment s'insérer, comment mobiliser la grande masse des femmes. Est-ce que tu peux venir? Donc, au départ, j'étais réticente. Une fois. Ils sont revenus une deuxième fois. J'ai dit, je vais réfléchir. Mais je n'ai pas eu le temps de finir ma réflexion que le président Sankara a envoyé une lettre à l'aviation civile pour dire de me mettre à la disposition de la présidence pour servir au secrétariat général de CDR. Donc, ça veut dire quelque part au niveau de nous. Vous avez un peu forcé la main? Un peu, oui. Un peu, puisque j'ai dit je vais réfléchir. Mais j'hésitais. Mais est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Parce que quand même, le président Thomas Sankara avait l'image d'un homme de poigne. Moi, je ne le connaissais pas. Voilà, et puis, est-ce que justement, ce n'était pas un mythe pour vous? Des 4 personnes, je connaissais simplement le commandant Lengani. Parce que lui, il a servi à Bobo quand j'y étais. Mais les 3 autres, le président Sankara, le président Blaise Compaoré, Henri Zongo, je ne les connaissais pas. C'est avec les médias, etc., que je les ai connus. Sinon, je ne le connaissais pas. Et vous arrivez donc à la présidence. C'était quoi la lettre de mission? La lettre, servir au secrétariat général. Et au secrétariat général, c'était Pierre Ouedraogo, le capitaine Pierre Ouedraogo. Il m'a bien accueilli. Il m'a dit, bon, merci d'avoir accepté de venir renforcer notre équipe. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, les gens, il y avait l'engouement de la révolution, mais les gens avaient encore peur. Est-ce que ça va durer? Est-ce que... Donc, c'était la première fois aussi qu'on travaillait avec les militaires, moi personnellement. Et votre rôle, c'était de mobiliser les femmes? Et moi, quand je suis arrivée, le capitaine Pierre Ouedraogo m'a mise en confiance avec d'autres camarades comme Achille Tapsoba, Madou Traoré, pour que nous puissions gérer les CDR. Et moi, c'était les CDR au niveau des femmes. Achille, c'était les CDR géographiques. Et Madou, c'était les CDR de service. Et il y avait bien sûr d'autres responsables militaires qui étaient chargés des CDR militaires. À cette époque, comment était la femme burkinabé? Est-ce qu'on avait des femmes prêtes à s'engager, prêtes à sortir de l'ombre? Parce que c'était certainement une époque où on n'avait pas les taux d'éducation que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de femmes donc dans les villes, dans les villages, qui ne sont pas allées à l'école et tout ça. Comment était vraiment cette conscience politique de la femme à l'époque? Elle était faible. Mais il faut d'abord reconnaître la volonté d'une élite féminine qui était là et qui accompagnait déjà
le CNR. Moi, je suis venue après. Mais je suis venue trouver d'autres femmes qui avaient déjà décidé, soit parce que leurs épouses sont dedans, soit que elles estiment que c'est quelque chose qui en valait la peine. Moi, je suis venue après. Et donc, lorsque j'ai été, je dirais, lorsqu'on m'a donné le cadre dans lequel je devais évoluer, à savoir mobiliser et organiser les femmes, bon, il fallait tout faire. Il n'y avait rien d'autre. Aller rencontrer les femmes sur le terrain. La directive qu'il y avait, c'était que les CDR de service doivent être le fer de lance de la révolution. Parce que sans les CDR, la révolution ne peut pas... Et les CDR, c'était quoi? C'est tout ce qui est hommes, femmes dans les secteurs, dans les villages, dans les départements, dans les provinces. En tout cas, le président Sankara, à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, a gardé l'image, en tout cas, d'un président un peu en avance sur son temps, en termes donc de responsabilisation de femmes, en termes de volonté véritablement de faire de la femme l'égale de l'homme. Mais au-delà du discours à cette époque-là, ça se matérialisait par quoi? Il y avait le discours, c'est vrai, mais c'était un homme de conviction. C'était un homme de conviction. Donc, il était convaincu que la révolution pour laquelle il s'investissait ne pouvait réussir sans les femmes. Ça, c'était une conviction à lui et qu'il a partagé avec son entourage et qu'il a partagé avec même nous les femmes. Parce qu'il fallait que nous-mêmes nous soyons convaincus que ce qu'il nous dit là, c'est quelque chose qui pouvait se réaliser. Donc, lorsque j'ai pris la direction de la mobilisation et de l'organisation des femmes, ma première préoccupation, c'était de voir quel est le point d'entrée. Puisqu'il y a le discours d'orientation politique, le DOP. Le DOP, qui est notre... La Bible. Voilà, pas la Bible, mais en tout cas, c'était le document fondamental. Et il fallait que moi, je puisse trouver un lien qui va pouvoir susciter l'éveil des femmes et aussi apporter notre contribution au niveau de la révolution démocratique et populaire. Donc, le premier point d'entrée, c'était mobiliser les femmes sur la base de leurs intérêts. Et sur la base des intérêts, j'ai regardé, à l'époque, ils avaient déjà lancé les 3 luttes. La lutte contre la coupe abusive de bois, la lutte contre les feux, la lutte contre... il y a la coupe, les feux et il y a un autre volet de cette lutte. Et nous sommes rentrés dans ce volet-là pour amener les femmes à s'intéresser en disant si on ne doit plus couper abusivement le bois, il faut que nous puissions trouver une formule qui nous permette de toujours avoir le bois et de le consommer rationnellement. Et cette volonté s'est manifestée par la promotion des foyers, trois pierres améliorées. Et c'est par ces foyers 3 pierres améliorées que nous avons vraiment mobilisé les femmes parce qu'elles voyaient l'intérêt, leur intérêt. C'était quoi? Avec les foyers améliorés, elles pouvaient rapidement faire la cuisine. Elles pouvaient économiser le bois parce que le foyer en tant que tel leur permettait de mettre deux bois et de pouvoir cuisiner tout ce qu'elles voulaient dans la journée. Donc ça veut dire que l'impact social l'impact environnemental était grand. Donc, et puis elles arrivaient à économiser financièrement parce que à un moment donné, il fallait mettre beaucoup d'argent pour avoir peu de bois, etc. Donc, ça, c'est un élément que je peux dire sur la base de leurs intérêts. Donc, il y a eu un engouement. Donc, on a commencé par le secteur 7 de Ouagadougou. Et ensuite, on a généralisé ça à tous les 30 secteurs. À l'époque, c'était les 30 secteurs de Ouagadougou. Lorsque nous avons fini les 30 secteurs, il fallait ensuite voir dans quelle mesure ces formatrices parce qu'on formait des formatrices qui étaient chargées de former d'autres femmes pour étendre le mot d'ordre.
Donc ces formatrices-là ont aussi apporté leur contribution dans les départements, dans les provinces, parce qu'on a proposé un jumelage entre les secteurs de Ouagadougou et les 44 autres provinces. Il faut dire également que le 8 mars commémoré de façon officielle remonte à cette époque. C'était quoi à cette époque? Mobiliser les femmes pour défiler? Ou en tout cas, ça correspondait à quoi? Quelle était la philosophie de ce 8 mars à l'époque? La philosophie du 8 mars, il faut la rattacher aux idéaux, je dirais, du mouvement mondial pour les droits des femmes. Parce que en 1985, nous étions déjà à la fin de la décennie de la femme. Et l'année 75, en 1985, les Nations Unies ont décrété la décennie de la femme. Donc, en 1985, chaque pays, pour venir à Nairobi, et j'ai dirigé la délégation à l'époque, devait faire le bilan de la décennie de la femme. Et cette décennie concernait bien entendu les conditions de vie des femmes, leurs droits, l'évolution de la situation, d'une manière générale, la qualité de vie des femmes au Burkina. Donc, c'est ce qui nous a amené à proposer au CNR, par l'entremise du secrétariat général, l'organisation d'une semaine nationale de la femme. Parce que nous voulions en même temps célébrer la journée du 8 mars, puisque c'est une journée internationale depuis des années. Et donc, faire aussi un point sur la situation. Et comme le CNR a vraiment pris, je dirais, cette initiative en mai, parce que habituellement, c'était les associations et les ONG qui menaient des activités autour de cette journée internationale. Mais avec la révolution a intégré cette journée-là dans ses préoccupations, dans son programme annuel. Là, on était en 85. Là, on était en 85. Et en 86, vous obtenez donc cette journée chômée et fériée, chômée et payée. Non, on a obtenu en 85. En 85, ok. Parce que la semaine a porté sur plusieurs points qui sont encore palpables aujourd'hui. Nous avons regardé la situation juridique de la femme. Nous avons regardé la situation économique de la femme. Nous avons regardé sa participation à la vie politique, etc. Nous avons regardé l'éducation, le domaine de l'éducation. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Nous avons regardé aussi au niveau des, comment on appelle ça, les violences, faites aux femmes. Et Dieu seul sait qu'il en avait beaucoup. Donc, c'est autant de domaines, je dirais, de mobilisation des femmes. Et quand elles sont venues des 45 provinces, et plus les femmes des services, que ce soit à Bobo ou à Ouagam, un peu partout, celles qui désiraient, puisqu'on a lancé vraiment un mot d'ordre. Et le CNR a permis que les services autorisent les femmes à venir à cette semaine-là pour apporter leur contribution. Donc, nous avons des recommandations. Et ces recommandations, si je prends le cas de la semaine, la commission juridique, nous sommes arrivés à la nécessité d'élaborer un code de la famille. Et ce code de la famille, nos aînés avaient déjà tenté. C'est-à-dire, avant la Révolution, celle qui était là, la Fédération des femmes voltaïques, avait tenté, en 1970, de faire adopter un code. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que la volonté politique n'y était pas. Mais avec le CNR, nous avons pu proposer et obtenir. Et le code actuel, c'est exactement les différents points de cette recommandation. Okay. Alors à cette époque, en tout cas, on pouvait dire que c'était un grand pas, l'organisation déjà de cette semaine de la femme. Vous avez obtenu donc que cette journée soit instituée officiellement. Voilà. C'est à la fin, à la clôture, que j'ai demandé sur les 365 jours que le CNR nous permette d'avoir cette journée qui servira de journée de réflexion. Parce qu'en réalité, c'est ça. Le 8 mars, il faut d'abord, quand on dit c'est festif,
c'est pas notre entendement. Ça n'a jamais été notre entendement. Chômer et férié. Chômer parce que nous voulions avoir la journée de façon entière pour réfléchir sur nos droits, ce que nous avons acquis et ce qu'il faut acquérir. Mais à l'époque, il y avait aussi un peu de folklore. On se souvient, à l'époque, on voit des hommes également invités à faire la cuisine, aller au marché et tout ça. Est-ce que ce n'était pas que du folklore? Quelle était vraiment la philosophie qui sous-tendait un peu ce mot d'ordre-là? C'était en 82, là c'était en 84. La philosophie du président Sankara, vous savez très bien que c'était un homme qui aimait choquer. Il aimait choquer parce que dire, vous, Jean-Emmanuel, bon, à la place de votre femme, vous devez aller au marché, acheter, alors que bon, c'est quelque chose qui ne vous a jamais intéressé, ça ne vous venait même pas à l'esprit. Donc, vous avez été choqué. Mais comme le CNR avait droit de regard sur tout ce qui se passait, il y a les CDR qui étaient là, qui savaient qui faisait quoi. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui se sont, je dirais... Qui ont pris le panier de la ménagère. Qui ont pris le panier, qui ont accepté de jouer le jeu pour voir les réalités. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était quoi? C'est que les hommes comprennent qu'avec ce qu'ils donnent, ce n'est pas forcément suffisant pour donner une bonne nourriture. Et avec cette idée, les hommes aussi vont apprendre à connaître les réalités. Parce que quand on dit la femme, c'est la femme, le foyer appartient à la femme, c'est elle qui doit faire la cuisine, tout ça, on le dit d'une façon, je dirais, sans trop prendre conscience de la responsabilité. Nourrir chaque jour quelqu'un du matin, midi et le soir, c'est quelque chose qui a de la valeur, mais qu'on ne perçoit pas forcément. Mais avec ça, il y a des hommes qui ont dit « Ah, vraiment, je plains ma femme, hein. Je lui donnais 200 francs ou 500 francs. Je ne savais pas que la vie était chère comme ça. » Bon, il y en a qui ont augmenté. Il y a des femmes qui sont revenues nous dire « Ah, mon mari a décidé d'augmenter l'argent de la popote parce qu'il a mesuré ses difficultés. » Les enjeux. Voilà. Madame Traoré, j'ai envie de poser une question. Est-ce que la femme en 2020 vit mieux que la femme les années avant, notamment sous la Révolution, ou bien avant encore, quand vous étiez encore peut-être étudiante? Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la femme en 2020 vit beaucoup mieux? Je peux l'affirmer. Elle vit beaucoup mieux parce que dans beaucoup de secteurs, il y a une prise en charge. Il y a une prise de conscience de la femme elle-même, mais il y a aussi l'accompagnement de l'État. Quand je prends par exemple, le code de la famille. Aujourd'hui, beaucoup de femmes bénéficient de ce code sans savoir comment nous l'avons obtenu. Mais cette commission a travaillé pour sortir, c'est-à-dire il y avait un dualisme au niveau du droit coutumier entre le droit coutumier et le droit moderne. Et ça a créé une certaine frustration aux femmes parce que généralement même on ne savait pas que parti devant l'officier d'état civil, tu pouvais te retrouver avec le droit coutumier alors que tu pensais que le fait que ça soit un officier civil, c'est le droit moderne. Donc nous avons estimé que cette dualité devait disparaître au profit d'un seul statut. Et nous avons aussi dit jusque-là, pour éviter les mariages forcés, il faut qu'il y ait un consentement mutuel des futurs époux. Il faut l'âge minimum, parce que pour éviter ces mariages forcés. Il faut aussi qu'au niveau de la famille, on puisse accepter que le mari et la femme doivent mener le bateau à bon port. Donc, c'est une responsabilité partagée. Et à partir de ce moment, il faut aussi comprendre que la femme a un rôle à jouer que l'homme doit reconnaître. Et c'est ainsi que nous avons pu avoir, à la place de la puissance paternelle qui existait, c'est l'autorité parentale. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la femme vit mieux. Elle vit mieux, je continue. Nous avons proposé au niveau de la commission économique qu'elle puisse
puisque vous savez, avec le CNR, c'était la promotion des produits locaux, de la production nationale, etc. Que les femmes puissent s'investir dans la transformation de nos produits. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater qu'il y a beaucoup de transformatrices. De produits locaux. Voilà. Et là, ça leur donne des revenus et elles apportent aussi leur contribution au développement de notre pays. Une question beaucoup plus d'actualité. Il y a eu donc le débat autour de cette loi sur le quota genre pour qu'il y ait plus de femmes, en tout cas, qui occupent des responsabilités politiques au sein des partis. Une loi, malheureusement, qui n'a pas été, en tout cas, jusqu'au bout, puisque les partis ne sont pas obligés de zébrer leur liste. Quelle lecture vous en faites aujourd'hui? Est-ce qu'il faut obliger les partis à mettre les femmes en tête, ou est-ce qu'il faut laisser le jeu se faire et que les femmes qui le méritent s'imposent naturellement? Bon, obliger les partis, ça va être un peu difficile. Obliger les partis, je dirais, le terme est malheureux, ce n'est pas obligé. Mais les partis doivent prendre conscience que c'est dans leur propre intérêt, qu'ils doivent amener les femmes à militer en leur sein et à accepter des responsabilités. Parce que, nous le disons, ces partis-là, ils visent à prendre le pouvoir. Donc, ça veut dire que nous retombons encore sur cette, je dirais, cette conviction du président Thomas Sankara que sans les femmes, on ne peut pas parler de développement. Mais est-ce qu'ici, parce que bon, il est bien beau de tenir les discours selon lesquels il faut donner, mais en politique, rien ne s'obtient, tout se conquiert et s'arrache. Est-ce que ce n'est pas à la femme aujourd'hui également de se lever, de se battre pour occuper la place qui lui revient? Non, tout simplement. Tout à fait. Pas même dans la politique politicienne, même dans nos simples droits dont je vous parle, il a fallu que nous revendiquions, il a fallu que nous arrachions. C'est pas, le CNR ne nous a pas donné sur un plateau d'or. Le CNR nous a laissé les coudées franches pour susciter au niveau des femmes un éveil. Mais ces femmes-là, elles ont leurs besoins, elles l'expriment clairement. Elles ne veulent pas l'excision, elles ne veulent pas la polygamie à outrance. Donc il a fallu régler tout ça au niveau du code de la famille. Et c'est pour ça que quand vous regardez, la monogamie est la règle, la polygamie est l'exception. Donc vous n'êtes pas choqué de trouver, en tout cas, que cette loi qui devait obliger les partis politiques n'aboutisse pas? Non, je suis choquée. Je dis que les partis politiques ne font pas suffisamment leur travail. Ils doivent faire beaucoup de travail en direction des femmes. Parce que ce n'est pas si simple. Une femme qui va quitter son foyer pour venir à des réunions qui peuvent durer, ce n'est pas évident que ça soit accepté par le conjoint. Ce n'est pas évident que ça ne pénalise pas même les enfants qui ont besoin d'un encadrement, etc., pour celles qui sont parties à l'école. Mais imaginez le rôle, le poids de son rôle au sein de la famille. Et elle doit participer. Il faut créer les conditions pour alléger cela. Donc, je me dis que le travail reste à faire. La responsabilité, c'est les partis politiques. Et la volonté politique aussi de l'État. Parce que, je me rappelle, au dernier forum, le président a promis que 30% de femmes, mais ça n'a pas été fait. Alors qu'au-dessus de lui, en dehors de Dieu, il n'y a personne. Peut-être que c'est les femmes qui refusent également. Ça a toujours été comme ça, c'est les femmes qui refusent. Mais ce n'est pas vrai. Les femmes, il y a beaucoup de femmes qui peuvent servir. Il faut leur faire confiance. C'est surtout le regard de l'homme vis-à-vis de la femme qui peut amener des réticences en disant non, elle ne pourra pas, elle n'a pas le niveau, elle n'a pas la conviction. Mais tout s'apprend, même les hommes qui sont dans la politique, ils ne sont pas nés avec, ils ont appris. Madame Traoré, vous êtes en tout cas l'une des porteuses d'une initiative cette année concernant donc le 8 mars. Et si on fait célébrer le 8 mars autrement, une initiative qui vise donc à collecter des ressources, en tout cas pour soutenir les femmes déplacées internes à cause de la crise sécuritaire. D'où vous est venue d'abord cette idée et en quoi aujourd'hui, à quel résultat aujourd'hui vous êtes parvenu? Bon, je voudrais rectifier, ce n'est pas les femmes déplacées, c'est les déplacés tout court.
les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards, tous ceux qui ont été obligés de quitter leur environnement, qui ont été obligés de quitter leur village pour ces raisons que vous connaissez. C'est une opération de collecte. C'est une opération de collecte que vous avez lancée. Donc, qui est partie d'un cri de cœur. Un cri de cœur de notre présidente du comité de pilotage, Rita Sawadogo. Madame Rita Sawadogo. Voilà. C'est elle qui est partie dans sa province et qui a pu constater. Et cela l'a beaucoup choquée. Elle a partagé avec nous. Elle a partagé sur les réseaux sociaux. Et à sa grande surprise, il y a eu beaucoup de réactions. Et si on faisait autrement? Et si on faisait autrement? Parce qu'autour du 8 mars, bien entendu, à l'approche, on a trouvé que ce serait une bonne chose de regarder, de commémorer, de célébrer le 8 mars en faveur des déplacés. En faveur, pourquoi? Parce que nous allons mobiliser toute notre énergie pour leur exprimer notre solidarité. Parce que sans cela, d'abord, comme vous le dites, il y a des femmes qui sont parmi, il y a des enfants, il y a des hommes, mais c'est une situation qui nous interpelle tous. Aujourd'hui, quel est le résultat de cette initiative-là? Le résultat est encourageant, en ce sens que de toutes parts, à l'extérieur comme à l'intérieur, au niveau des hommes comme au niveau des femmes, au niveau des jeunes. Rien que hier, j'assurais la permanence au niveau du siège du FESPACO, où un jeune est arrivé, un informaticien. Il dit j'ai entendu votre cri de cœur et je veux vous accompagner. J'ai trié mes habits, je les ai repassés et je viens apporter aussi ma contribution parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et parmi les déplacés, nous avons des parents. Parmi les populations qui ont été assassinées, on a des parents. Et donc, c'est un problème qui interpelle chaque Burkinabé. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les Burkinabés n'expriment pas assez leur solidarité? Mais si, ils expriment. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester les bras croisés. Parce que cette initiative de collecte et de dons n'est pas inventée par nous. C'est quelque chose qui existe, que pratiquent les communautés musulmanes, catholiques, protestantes, les ONG. D'une manière générale, même le gouvernement, vous avez vu tout dernièrement, le président est allé offrir, Madame la Première Dame aussi l'a fait, etc. Mais c'est à l'unisson que nous pouvons soulager un tant soit peu ces déplacés. Parce que imaginez des gens qui ont été obligés de fuir, ils n'ont rien pris en dehors de ce qu'ils portaient. Ils n'ont pas pu prendre quelque chose d'autre et se retrouver sur un espace qu'ils ne connaissent pas forcément parce qu'ils n'y habitaient pas et qui doivent tout reprendre. Aller chercher de l'eau, avec quoi? S'habiller, avec quoi? Se nourrir, avec quoi? C'est autant de questions qu'on s'imagine qu'ils se posent. Et ça, je pense qu'on n'a pas besoin de faire la politique, comme on le dit, pour comprendre que c'est un geste patriotique. Nous voulons exprimer notre patriotisme à l'égard des déplacés. Et je pense que ça ne souffre d'aucune confusion. Et là, nous apportons notre modeste contribution au ministère de la Femme, qui a le volet humanitaire. Et le volet solidarité également. Et le volet solidarité. Et je pense que l'un dans l'autre, ça ne peut qu'être bénéfique aux déplacés. Alors, Madame Traoré, il nous reste juste une dizaine de minutes pour évoquer des questions d'actualité. Une actualité marquée, bien sûr, par le bras de fer autour de l'IUTS, un impôt étendu donc aux primes et aux indemnités des travailleurs du public. Levé du bouclier donc au niveau des syndicats aujourd'hui qui multiplient donc les actions pour exiger en tout cas l'annulation de cette mesure-là. Quelle est la lecture que vous en faites?
Bon, je pense que je déplore cette situation parce que pour tout dire, nous ne regardons pas dans la même direction. Les syndicats sont là en train de parler de l'IUTS. Le gouvernement se bat comme il peut pour lutter contre les terroristes. Les déplacés sont là attendant un minimum vital. Vous voyez, plusieurs fronts de lutte alors que nous aurions pu regarder dans la même direction et aller à l'essentiel. Je ne dis pas que la question de l'IUTS n'est pas une question, je dirais, importante. Mais est-ce que c'est le moment? Dites-moi. Est-ce que c'est le moment de quoi? De l'instituer? Est-ce que c'est le moment d'ouvrir ce front de lutte entre syndicats et gouvernement? Est-ce que c'est le moment? Moi, je me pose cette question. Vous pensez que le gouvernement n'aurait pas dû prendre la mesure maintenant? Je me pose la question de l'opportunité de prendre cette mesure-là maintenant. Vous voyez? Je me pose cette question. Parce que on a beaucoup à faire que d'ouvrir plusieurs fronts de lutte. Les terroristes nous assaillent, nous tenacent. Bon, ici, les syndicats sont là. Ils ouvrent aussi leur front. C'est le même gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que selon vous, la solution, c'est que le gouvernement recule sur cette question? Mais pourquoi pas? Si ça doit entraîner de grands remous, il faut simplement retirer le dossier et surtout le reverser c'est le Haut Conseil du dialogue social. Le Haut Conseil du dialogue social pour que les gens puissent se regarder et dialoguer. Le dialogue manque. Parce que quand vous regardez un peu tout ce qui se dit, l'IUTS, même la définition de l'IUTS, les gens n'ont pas la même compréhension. Parce que traitement et salaire, il y en a qui pensent que c'est le traitement des salaires. Ça déjà, ça veut dire que s'il y avait un minimum de dialogue, on rectifiait les choses. Je vois aussi qu'il y a une contradiction qui envenime la situation, la loi, l'IUTS depuis 1970, et on parle de 2017. Il faut essayer de dialoguer. Et pour moi, reverser cela au Conseil. Reculer, dialoguer d'abord avant. Voilà. Parce que nous sommes entre frères. Nous sommes entre frères. Vous voyez? Et donc, si les syndicats acceptent, le gouvernement propose, le syndicat accepte, mais le Haut Conseil, il est là pour ça. C'est son rôle. C'est son rôle de réguler. C'est son rôle de permettre le dialogue. C'est son rôle d'apaiser. Mais si tous les fronts sont ouverts, je pense que ça ne profite à personne. Et au regard de la situation sécuritaire, ça vient encore aggraver parce que ça divertit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au lieu de se focaliser sur ce domaine précis, il faut faire face à d'autres luttes. Et ça, c'est pas intéressant pour moi. On va évoquer la question du coronavirus, le Covid-19 qui continue donc sa propagation. L'Afrique est désormais touchée. 4 cas au moins au Sénégal, c'est à la porte du Burkina Faso. Êtes-vous inquiète? Très inquiète, comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce que ne faut pas penser, le Sénégal et le Burkina. Et je vous dis, avec l'impact des transports, que ce soit aérien, ferroviaire, routier, l'impact du transport sur des cas pareils est fulgurant. Donc, si le transport réduit, les distances, il peut aussi entraîner facilement l'existence de virus
d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Selon l'OMS, il ne s'agit plus de s'interroger si les pays vont être touchés, mais quand? Aujourd'hui. Voilà. Donc il faut prendre les dispositions, et c'est le cas vraiment de souhaiter beaucoup de courage au ministère de la Santé, qui doit être prévenant. Parce que le Sénégal n'est pas loin. Le Sénégal et le Mali. Le Mali n'est pas loin du Burkina, etc. etc. Donc, il faut prendre les dispositions. Est-ce qu'on n'en fait pas trop autour du coronavirus? Parce que c'est ça également aujourd'hui l'idée de certains qui estiment que c'est une maladie qui dans 80% des cas reste assez bénigne et que c'est juste dans quelques cas, notamment 3% si je ne m'abuse, où il y a des complications. Et aujourd'hui, on a l'impression que toutes les chaînes de télé, tous les magazines d'information sont consacrés au coronavirus. Est-ce que ce n'est pas ça aussi aujourd'hui le problème? Oui, certainement, parce qu'au niveau des médias, il y a le bon côté des médias, mais il y a aussi le mauvais côté. Et comme ça a commencé en Chine, la Chine est un vaste continent. Et n'oubliez pas aussi cette rivalité entre avec les Occidentaux, la Chine sur son économie, etc. Donc, au départ, les Occidentaux, certainement, pensaient que ça allait rester dans le continent asiatique. Mais tout en oubliant que par les transports, par le rapprochement des populations, ben c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et vous voyez ce qui se passe en Europe et toutes les dispositions qui sont prises pour parer d'éventuels... Des grands événements annulés, des écoles fermées. Tout à fait. Des confinements. Donc, je pense que même si les médias exagèrent un peu, vous jouez votre rôle. Il faut informer. Et comme nous sommes maintenant dans un village planétaire, bon, tout se sait, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit, je ne sais pas, c'est vraiment l'autoroute de l'information. Donc tout se passe rapidement et en un temps record, ce qui se passe en Chine va être connu par le reste des continents et ainsi de suite. Dernier point, la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara qui décide, en tout cas qui renonce au 3e mandat, il a décidé de ne plus se présenter et surtout de passer le témoin à une nouvelle génération. Comment vous accueillez cette décision d'abord? Je trouve que c'est une décision de sagesse. Et ce que je déplore seulement, c'est qu'il a mis du temps avant de dire officiellement. Parce qu'au départ, il avait fait comprendre qu'il ne se représentait pas. Tout le monde avait applaudi, y compris moi. Mais ensuite, il y a eu les hésitations. Je n'ai pas compris après tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'ils disent je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et si un tel se présente, moi aussi je vais me présenter. Donc, je pense que aujourd'hui, ce que nous entendons, pourvu que ça soit vrai, qu'ils ne reviennent pas là-dessus, c'est un signe de sagesse. Et les autres pays aussi pourraient prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Notamment la Guinée. Disant, oui, pourquoi pas, la Guinée, le Cameroun, etc. Donc, à ce niveau, je pense que la sagesse devrait guider les chefs d'État à respecter ce qu'eux-mêmes, ils ont contribué à asseoir, à savoir la Constitution. Et si on doit respecter cette loi fondamentale, il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que, comme je l'ai dit, bravo à lui pour avoir enfin sorti cette phrase qui ne se représente plus et qu'il passera le témoin à la génération montante. Madame Traoré, on va s'arrêter là. Ah bon. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Un rappel, mesdames et messieurs, l'invité ce soir était bien Madame Halima Deborah Traoré Nedialo, ancien médiateur du FASO. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.